sur le sol brûlant d'Afrique, des hommes et des femmes ont combattu avec un courage inébranlable, défiant les empires, renversant les chaînes, et sacrifiant tout pour un rêve. La liberté. Mais cette liberté a eu un prix. Un prix payé dans le sang, la trahison, et les cris d'une terre assoiffée de justice. Ils s'appelaient Lumumba, Sankara, Biko, et bien d'autres. Des noms gravés dans l'histoire, des héros dont les récits résonnent encore dans le cœur de millions de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres de leur lutte, dans la lumière de leurs idéaux, et dans l'ombre tragique de leur disparition. Découvrez les histoires de dire aux Africains dont la vie, la mort, et le sacrifice ont marqué à jamais l'histoire du continent. Numéro 1. Patrice Lumumba, 1925 à 1961, République démocratique du Congo. Léopoldville, 1960. Le soleil couchant projette des ombres sur les rues pavées de la ville. L'indépendance du Congo vient d'être proclamée, et un homme, au cœur de cette nouvelle aube, incarne les espoirs d'une nation en quête de liberté. Patrice Lumumba. Premier ministre du Congo, Lumumba est un orateur enflammé, un visionnaire qui rêve d'un Congo uni et affranchi du joug colonial belge. Mais ses idéaux le placent sur la ligne de mire de puissance bien plus grande. En coulisses, les complots se tissent, les traîtres murmurent. La CIA et la Belgique, redoutant son influence, s'emploient à orchestrer sa chute. Le 17 janvier 1961, dans l'obscurité d'une nuit froide, Lumumba est arraché de force à ses partisans. Emmené dans une forêt, loin des regards, il est torturé avec une cruauté inouïe, puis fusillé par un peloton d'exécution. Alors que le bruit des balles s'éteint, son corps est dissous dans l'acide, dans une tentative désespérée d'effacer la mémoire de l'homme qui voulait changer l'Afrique. Mais le fantôme de Lumumba hante toujours ceux qui l'ont trahi, et son rêve d'un Congo libre continue de résonner à travers les âges. Numéro 2. Thomas Sankara, 1949 à 1987, Burkina Faso. Ouagadougou, 1987. Le vent chaud du désert souffle sur la capitale, où un jeune président, à la fois audacieux et charismatique, inspire un souffle de révolution à son peuple. Thomas Sankara, surnommé le président des pauvres, a transformé le Burkina Faso en 4 courtes années, prônant l'autosuffisance, l'émancipation des femmes et une politique anti-impérialiste radicale. Mais ces réformes dérangent. À chaque succès, l'ombre du complot grandit, les ennemis se rapprochent, tapis dans les couloirs sombres du pouvoir. Le 15 octobre 1987, Sankara se rend à une réunion de routine. Mais l'atmosphère est lourde, les regards fuyants. Soudain, des tirs retentissent. En quelques secondes, la salle devient un champ de bataille. Les assaillants ne laissent aucune chance à Sankara. Il s'écroule, criblé de balles, le sourire d'un révolutionnaire encore figé sur ses lèvres. Son ami de toujours, Blaise Compaoré, se révèle être le Judas de cette tragédie. Sankara est mort, mais sa vision d'une Afrique indépendante et digne devient immortelle, alimentant la révolte dans les cœurs de ceux qui l'a inspiré. Numéro 3. Amilcar Cabral, 1924 à 1973, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Conakry, 1973. La nuit tombe sur la ville côtière, les rues sont silencieuses, mais un homme reste éveillé, plongé dans ses pensées. Amilcar Cabral, fondateur du PEG, est au cœur d'une guerre de libération qui secoue l'empire colonial portugais en Afrique. Agronome de formation, il s'est transformé en stratège redoutable, menant une guérilla implacable pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cabral est une cible de choix, et ses ennemis le savent. Le 20 janvier 1973, dans l'obscurité de la nuit, alors qu'il rentre chez lui, un groupe de conspirateurs le guette. Parmi eux, des hommes qu'il croyait être ses frères d'armes. Un tir résonne. Puis un autre. Cabral s'effondre, trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. Son sang se mêle à la poussière, mais son esprit reste indomptable. L'indépendance, qu'il ne verra jamais de ses yeux, se réalisera peu après sa mort, son nom gravé à jamais dans les annales de l'histoire africaine. Numéro 4. Samora Machel, 1933 à 1986, Mozambique. Frontière mozambico-sud-africaine, 1986. Les étoiles brillent faiblement, obscurcies par des nuages lourds de menaces. Samora Machel, président du Mozambique, revient d'un sommet où il a encore une fois dénoncé le régime d'apartheid sud-africain. Son avion survole la région, mais il y a un silence pesant dans la cabine. Une main invisible semble manipuler le destin. Soudain, sans avertissement, l'avion commence à perdre de l'altitude. Le pilote lutte, mais c'est en vain. L'appareil s'écrase violemment au sol, tuant presque tous ses occupants, y compris Machel.
Les débris sont éparpillés comme autant de preuves d'un sabotage suspecté, mais jamais prouvé. Les soupçons se tournent vers le régime d'apartheid, qui aurait vu en Machel un obstacle à ses ambitions hégémoniques. Sa mort n'éteint pas la flamme de la liberté, mais au contraire la ravive, poussant le Mozambique à poursuivre le combat pour lequel Machel a donné sa vie. Numéro 5. Steve Biko, 1946 à 1977, Afrique du Sud. Pretoria, 1977. Les couloirs du poste de police sont sombres, l'air y est lourd de tension. Steve Biko, leader de la conscience noire, est conduit dans une cellule, les menottes serrant ses poignets, mais son esprit demeure libre. Biko a éveillé les consciences d'une génération de Sud-Africains noirs, leur redonnant la dignité volée par des décennies d'apartheid. Mais le régime blanc voit en lui une menace mortelle. Pendant des jours, Biko est torturé, battu sans relâche. Son corps se brise sous les coups, mais il ne prononce pas un mot. Le 12 septembre 1977, après des heures de souffrance, Biko succombe à ses blessures. La nouvelle de sa mort se répand comme une traînée de poudre, déclenchant une vague d'indignation internationale. Sa mort est le catalyseur d'un mouvement plus large, et même dans la mort, Steve Biko reste une figure de proue dans la lutte contre l'oppression. Numéro 6. Dedan Kimathi, 1920 à 1957, Kenya. Montagne d'Aberdare, 1956. La forêt est dense, presque impénétrable, mais elle abrite l'un des hommes les plus recherchés de l'Empire britannique, Dedan Kimathi, chef des Momo. Sa silhouette est celle d'un lion traqué, mais toujours redouté. Pendant des années, Kimathi a mené une guerre de guérilla contre les colons britanniques, semant la terreur dans leurs rangs. Mais la traque ne faiblit pas. Le 21 octobre 1956, une trahison éclate. Kimathi est capturé, affaibli, mais toujours fier, ses chaînes ne parviennent pas à briser son esprit. Il est jugé par une cour coloniale et condamné à mort. Le 18 février 1957, à l'aube, il est pendu dans une prison de Nairobi. Mais même dans la mort, Kimathi reste un symbole de résistance, et son nom devient un cri de guerre pour ceux qui poursuivent la lutte pour l'indépendance du Kenya. Numéro 7. Chris Hani, 1942 à 1993, Afrique du Sud. Boksburg, 1993. Le matin est calme, mais l'air est chargé de tensions invisibles. Chris Hani, chef de l'aile militaire de l'ANC et leader du Parti communiste sud-africain, est un homme en mouvement, un moteur essentiel de la lutte contre l'apartheid. Mais chaque jour, il devient une cible plus visible pour ceux qui craignent le changement. Le 10 avril 1993, alors qu'il rentre chez lui, Hani est accueilli par un coup de feu soudain. Un tireur embusqué, Janus Walu, un extrémiste blanc, lui tire dessus à bout portant. Hani s'écroule sur le sol, le sang coulant sur le béton froid. Son meurtre provoque une onde de choc dans tout le pays, menaçant de plonger l'Afrique du Sud dans le chaos. Mais au lieu de cela, sa mort accélère le processus de paix, précipitant la fin de l'apartheid et faisant de Hani un martyr de la nouvelle nation arc-en-ciel. Numéro 8. Eduardo Mondlane, 1920 à 1969, Mozambique. Dar es Salaam, 1969. La journée semble paisible, mais dans l'ombre, un complot mortel est en marche. Eduardo Mondlane, fondateur du Frelimo, lutte avec acharnement contre la domination coloniale portugaise au Mozambique. Son intelligence stratégique et son charisme font de lui une figure clé de la lutte pour l'indépendance. Mais ses ennemis le surveillent, cherchant le moment opportun pour le frapper. Le 3 février 1969, un colis piégé est livré à son bureau. Mondlane, ignorant le danger, ouvre le paquet. Une explosion déchire l'air, le souffle emporte tout sur son passage. Mondlane est tué sur le coup, victime d'un acte de terreur commandité par les services secrets portugais. Mais loin d'éteindre la lutte, sa mort galvanise le Frelimo, qui poursuivra la guerre jusqu'à la victoire finale, réalisant le rêve pour lequel Mondlane a sacrifié sa vie. Numéro 9. Kwame Nkrumah, 1909 à 1972, Ghana. Pékin, 1966. Les feux d'artifice éclatent dans le ciel nocturne, mais au Ghana, l'obscurité s'étend. Kwame Nkrumah, père de l'indépendance ghanéenne et chantre du panafricanisme, est en voyage officiel en Chine lorsqu'un coup d'état militaire renverse son gouvernement. Les nouvelles lui parviennent comme une lame glacée au cœur. Exilé, trahi par ceux qu'il croyait ses alliés, Nkrumah trouve refuge en Guinée, où il continue de rêver d'une Afrique unie. Mais le temps ne lui laisse pas de répit.
Rongé par la maladie et les regrets, il meurt en 1972 à Bucarest, loin de sa terre natale. Pourtant, même en exil, même dans la mort, Nkrumah reste un géant dont les idées continueront d'influencer les mouvements de libération à travers le continent africain. Numéro 10. Ruben Umniobé, 1913 à 1958, Cameroun. Forêt du Cameroun, 1958. L'air est épais, chargé de la tension qui précède une tempête. Ruben Umniobé, leader charismatique de l'Union des populations du Cameroun, UPC, se cache dans les profondeurs de la jungle, menant une lutte acharnée pour l'indépendance du Cameroun contre le colonisateur français. Surnommé Mpodol, le porte-parole, il est traqué jour et nuit. Mais Umniobé reste insaisissable, jusqu'à ce qu'un informateur le trahisse. Le 13 septembre 1958, les forces coloniales tendent une embuscade. Des balles déchirent le silence de la forêt. Umniobé est abattu, son corps mutilé, exposé publiquement pour décourager ses partisans. Pourtant, sa mort enflamme la lutte, transformant son nom en symbole de résistance et de sacrifice pour une génération entière de Camerounais.